Il était presque minuit lorsque les coups ont commencé. Des coups secs, désespérés, complètement déplacés dans une maison comme la sienne. Vincent Moretti, connu dans le milieu criminel new-yorkais sous le nom d'Ileone, était en train de vérifier les rapports d'expédition dans son bureau lorsque le bruit s'est reproduit. Trois coups frénétiques suivis d'une petite voix tremblante. S'il vous plaît, aidez ma maman. Il s'est figé. Personne ne frappait jamais à la porte de Vincent Moretti. Ni les voisins, ni les étrangers, à moins d'avoir des envies suicidaires. Lorsque son chef de la sécurité ouvrit la porte, une fillette d'à peine 7 ans se tenait sous la pluie, pieds nus, serrant dans ses bras un lapin en peluche déchiré. Son visage était couvert de saleté et de larmes. Son manteau était trempé. « Ils ont battu ma maman », murmura-t-elle d'une voix brisée. « Elle ne bouge plus. S'il vous plaît, elle est en train de mourir. » Pendant un instant, personne ne bougea. Ces hommes échangèrent des regards incertains. Ce n'était pas le genre d'urgence pour laquelle ils avaient été formés. Vincent se leva lentement, le visage impassible. Les lèvres bleues de la fillette tremblaient lorsqu'elle croisa son regard, inconsciente qu'elle s'adressait à l'un des hommes les plus redoutés de la ville. « Où est ta mère ?» demanda-t-il doucement. Elle désigna l'allée du doigt, la main tremblante. Près des poubelles, ils ont dit qu'elle avait pris quelque chose qui ne lui appartenait pas. Mais ce n'est pas vrai. S'il vous plaît, monsieur. Ce simple mot « monsieur » brisa la froideur habituelle de Vincent. Il n'entendit pas de peur dans sa voix, seulement un espoir désespéré. Il attrapa son manteau, ignorant les regards interrogateurs de ces hommes. « Allez chercher la voiture » ordonna-t-il. « Tout de suite. » À ce moment-là, aucun d'entre eux ne pouvait imaginer que cette petite fille sous la pluie allait entraîner leur impitoyable patron dans une histoire qui allait bouleverser toutes les règles qu'il avait toujours suivies. Avant d'aller plus loin, prenez une seconde pour cliquer sur le bouton « S'abonner ». Chaque histoire ici nous rappelle qu'un petit choix peut tout changer. Et croyez-moi, vous ne voulez pas manquer la prochaine. Les coups frappés à la lourde porte en chêne résonnèrent dans le hall au sol en marbre du domaine Bellagio. Une vaste demeure à la périphérie de New York appartenant à Leonardo Moretti, l'un des hommes les plus redoutés et respectés de la ville. À l'intérieur, la chaleur d'une cheminée crépitante contrastait avec la fraîcheur de la nuit de décembre. Leonardo était assis dans son bureau, entouré d'étagères en acajou et d'une légère odeur de cigares cubains. Il venait de rentrer d'une réunion tendue avec des familles rivales, l'esprit encore occupé par la trahison, la loyauté et les dettes de sang, lorsque son bras droit, Marco, apparut dans l'embrasure de la porte. Son expression reflétait quelque chose que Leonardo voyait rarement chez ces hommes. De la confusion. « Patron, il y a une petite fille à la porte. Elle dit qu'elle a besoin d'aide. Elle dit que sa mère est en train de mourir. » Leonardo haussa un sourcil. « Une fille? Que fait-elle ici à cette heure-ci? » Marco hésita. « Elle est seule, pieds nus. Elle doit avoir 6 ans, peut-être 7. Elle dit qu'elle s'appelle Sofia. » Ce nom, doux et innocent, éveilla quelque chose d'étrange dans le cœur de Leonardo. Il n'avait pas entendu la voix d'un enfant dans cette maison depuis des années. Pas depuis que sa propre fille, Isabella, avait été envoyée en pensionnat pour sa sécurité. « Faites-la entrer », dit finalement Leonardo en se levant. Sa voix était calme, mais sa curiosité était vive. Lorsque les portes s'ouvrirent, un courant d'air froid s'engouffra, suivi d'une petite silhouette. Sofia, émitouflée dans une veste trop grande, les cheveux emmêlés et les joues rougies par le vent, serrait le bord de sa manche déchirée. Elle n'avait pas de chaussures. Les gardes du corps, des hommes 2 fois plus grands qu'elle et armés jusqu'aux dents, la regardaient traverser timidement le grand sol en marbre. Ses grands yeux bruns passèrent rapidement d'un inconnu à l'autre, puis se fixèrent sur Leonardo, qui se tenait debout derrière son bureau en chêne. Il s'attendait à ce qu'elle ait peur, mais elle ne broncha pas. « Êtes-vous Monsieur Moretti ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante mais courageuse. Leonardo cligna des yeux, un éclair d'amusement traversant son visage. « Qui t'a dit ce nom, petite ?» Sofia baissa les yeux, ses petits doigts agrippant l'ourlet de sa veste. « Tout le monde dans la rue sait que vous aidez les gens qui ne peuvent pas aller voir la police. » Marco jeta un regard surpris à Leonardo. C'était vrai, même si peu osaient l'admettre à voix haute. Leonardo était connu non seulement comme un parrain de la mafia, mais aussi comme il judice, le juge. Il punissait sans pitié ceux que la loi ignorait. « Et qu'est-ce qui vous fait penser que je vous aiderai ?»
demanda Leonardo d'un ton neutre. Sophia prit une profonde inspiration, les yeux brillants. Parce que ma maman a dit votre nom avant de s'évanouir. Elle a dit, va voir Monsieur Moretti. Dis-lui. Dis-lui qu'ils nous ont trouvés. Les yeux de Leonardo s'assombrirent. Ils nous ont trouvés. Quelque chose changea dans l'atmosphère. Marco serait dit. Qui vous a trouvé? Demanda Leonardo avec précaution, d'une voix désormais plus basse. Sophia hésita. Les hommes avec des tatouages de serpent. Ils sont venus hier soir. Ils ont frappé maman. Elle m'a dit de m'enfuir. Elle m'a dit de te trouver avant qu'il ne soit trop tard. Leonardo échangea un regard grave avec Marco. Les tatouages de serpent. Ce n'était pas un hasard. C'était la famille Viscari, un syndicat rival qui empiétait sur son territoire depuis des mois. Il s'agenouilla pour que ses yeux soient à la hauteur de ceux de Sophia. « Comment s'appelle ta maman? »« Bambina. Clara. Clara Romano. » Leonardo se figea. Ces noms le frappa comme un coup de tonnerre. Clara Romano, un nom enfoui profondément dans son passé. Une femme qu'il avait aimée des années avant que l'empire criminel ne le consume. Celle qui était partie sans un mot pour échapper à la noirceur de son monde. Pendant un long moment, Leonardo ne dit rien. Puis il se redressa lentement, la voix plus calme, plus grave. « Marco, prépare la voiture. » Marco hésita. « Patron, ça pourrait être un piège. » Le mot claqua comme un coup de fouet. En quelques minutes, le convoi était sur la route. 2 SUV noirs fendaient les rues glissantes du Queens sous la pluie. Sophia était assise à côté de Leonardo, enveloppée dans sa veste, regardant par la fenêtre, tandis que les lumières de la ville scintillaient sur son visage. « Où habites-tu, Sophia? » demanda Leonardo doucement. « Derrière la boulangerie de la 46e. »« Dans la petite maison rouge, » répondit maman. Nous ne pouvions le dire à personne. Leonardo acquiesça, serrant les mâchoires, se cachant à la vue de tous, tout comme sa mère le faisait autrefois. Quand ils arrivèrent, le quartier était silencieux. Les lampadaires clignotaient faiblement et la petite maison rouge se dressait de guingois au bout de la ruelle. La porte d'entrée était légèrement entr'ouverte. Leonardo fit signe à Marco et à 2 hommes de couvrir le périmètre. Il entra le premier dans la maison. L'odeur du sang et d'un parfum bon marché le frappa instantanément. Des morceaux de verre brisés craquaient sous ses chaussures. Dans la pénombre, il l'aperçut. Clara gisait sur le sol à côté d'une chaise renversée. Son visage était pâle, ses lèvres fendues, sa respiration faible, mais toujours présente. Clara cligna des paupières. Pendant un instant, elle eut l'air confuse, puis son regard se fixa sur lui. « Léo, » murmura-t-elle. Sa voix était fragile, mais la familiarité qu'il y percevait brisa quelque chose en lui. Il s'agenouilla à côté d'elle et posa une main sur sa joue. « Qui t'a fait ça? » Les Vessery. Ils m'ont trouvé. Je pensais avoir plus de temps. Je ne voulais pas d'elle. Sa voix se brisa. « Tu n'aurais pas dû revenir, » dit Leonardo doucement, la douleur vacillant dans ses yeux. « Je devais le faire, » murmura Clara. Elle avait besoin de savoir qui était son père. Leonardo se figea à nouveau. Son cœur s'arrêta un instant. « Quoi? Qu'est-ce que tu as dit? » Mais Clara ferma les yeux avant de pouvoir répondre. Marco se précipita vers eux. « Patron, l'ambulance est en route. » Leonardo tourna brusquement la tête vers lui. « Pas d'hôpital, pas encore. On l'emmène chez le docteur Romano. » Sophia agrippa le bras de Leonardo, les larmes coulant sur son visage. « Ne la laissez pas mourir, s'il vous plaît. » Leonardo baissa les yeux vers elle, vers ces mêmes yeux bruns dont il était tombé amoureux il y a des années. Et à cet instant, la vérité qu'il avait ignorée pendant des années le frappa comme un train lancé à toute vitesse. Cette petite fille n'était pas seulement l'enfant d'un étranger. Elle était la sienne. Leonardo Moretti avait toujours cru que rien ne pouvait l'ébranler. Ni la mort, ni la trahison, ni la succession interminable d'hommes qui avaient tenté de le tuer sans y parvenir. Mais alors qu'il regardait la femme inconsciente gisant sur le sol ensanglanté et la petite fille agrippée à sa manche, son sang-froid commença à se fissurer. Dehors, la pluie martelait les fenêtres brisées. Le tonnerre grondait comme un avertissement venu du ciel. Marco se tenait près de la porte, attendant les ordres, la main toujours posée sur son arme. « Patron, que voulez-vous qu'on fasse d'elle? » Leonardo ne répondit pas immédiatement. Il écarta une mèche de cheveux du visage meurtri de Clara, les doigts légèrement tremblants, ce que ces hommes n'avaient jamais vu auparavant. « Préparez la voiture. »
dit-il finalement d'une voix basse mais ferme. Nous l'emmenons chez le docteur Romano immédiatement. Sophia s'agrippa à sa main, ses petits doigts froids et tremblants. Leonardo baissa les yeux vers elle, sa fille. Cette pensée le frappa comme un coup physique. Pendant des années, il avait accepté le vide dans sa vie comme une conséquence du pouvoir. Qu'un homme qui régnait par la peur ne pouvait jamais avoir de famille. Et pourtant, elle était là, petit reflet d'un amour qu'il avait enfoui sous les affaires, le sang et les regrets. Le convoi traversa la ville à toute vitesse, la pluie fouettant le pare-brise. À l'arrière, Clara était allongée sur les genoux de Leonardo. Sa respiration était faible mais régulière. Sofia était assise à côté d'elle, la tête appuyée contre le bras de Leonardo, les larmes coulant encore sur son visage. « Va-t-elle mourir ?» demanda-t-elle doucement. Leonardo lui jeta un coup d'œil, la mâchoire crispée. « Non, répondit-il, pas tant que je serai en vie. » Lorsqu'ils arrivèrent à la clinique privée cachée derrière une vieille église de Brooklyn, le docteur Romano, un homme âgé aux yeux perçants et aux mains fermes, les attendait déjà. Il avait soigné les blessures de Leonardo plus de fois qu'on ne pouvait les compter. Des blessures par balle, des coupures au couteau, des fractures, mais jamais rien de tel. « Elle y a perdu beaucoup de sang », murmura Romano alors qu'il faisait entrer Clara. « Je ferai tout mon possible. » Leonardo se tenait dans l'embrasure de la porte, trempé par la pluie, son costume sombre collé à son corps. Il ne bougeait pas. Il observait simplement, silencieux, le médecin et ses assistantes travailler. Chaque seconde qui passait semblait une éternité. Sofia était assise tranquillement à côté de lui, les genoux repliés contre sa poitrine. Leonardo ôta son manteau et l'enveloppa dedans. Elle leva les yeux vers lui, les yeux écarquillés. « Pourquoi nous aidez-vous » murmura-t-elle. Leonardo hésita. « Parce que ta mère m'a aidé autrefois » répondit-il simplement. Et c'était vrai. Des années auparavant, avant de devenir Il Giudice, Clara Romano avait été infirmière. Une femme gentille et courageuse qui avait soigné un inconnu blessé dans une ruelle sans poser de questions. Cet inconnu était Leonardo, blessé par balle après une embuscade. Elle ne savait pas qui il était à l'époque. Ou peut-être le savait-elle, mais avait-elle choisi de le sauver quand même? C'était le premier et le dernier acte de gentillesse qu'il ait jamais reçu sans contrepartie. La porte s'ouvrit en grinçant. Le docteur Romano apparut, retirant ses gants. « Elle survivra, » dit-il en soupirant. « Mais elle a besoin de repos et de protection. Celui qui lui a fait ça viendra la chercher. » Leonardo acquiesça. Alors il trouvera l'enfer qui l'attend. Il se tourna vers Marco. « Doublez la garde autour de ce bâtiment. Personne n'entre sans mon autorisation. » Personne. Compris, patron. Lorsque la pièce se vida, Leonardo s'approcha du lit. Le visage de Clara était pâle, ses lèvres fendues, son corps couvert d'ecchymose. Il tendit la main et effleura ses doigts du sien. Elle ouvrit les paupières. « Léo » murmura-t-elle d'une voix à peine audible, mais qui portait en elle des années de mots tus. « Tu n'aurais pas dû revenir, dit-il doucement. « Je n'avais pas le choix, murmura-t-elle. Il venait de la chercher. Le regard de Leonardo s'assombrit. « Sofia, elle est à toi, » murmura Clara. « J'ai essayé de la protéger, de la tenir éloignée de cette vie, de te tenir éloigné d'elle. Mais les Vessery l'ont découvert. Ils savaient que j'avais travaillé dans ton club. Ils pensaient quelle était ta faiblesse. » L'expression de Leonardo se durcit. Une tempête se préparait derrière ses yeux. Ils viennent de commettre leur dernière erreur. Clara lui prit la main, les doigts tremblants. « Ne fais pas ça sous le coup de la colère. Promets-moi que tu la protégeras, que tu ne transformeras pas ça en une nouvelle guerre. » Leonardo la regarda, silencieux. Il ne faisait jamais de promesses, à personne. Mais quand son regard se posa sur la petite fille endormie dans le fauteuil du coin, quelque chose en lui s'adoucit. « Je la protégerai, » dit-il enfin. « Je te le jure. » Le lendemain matin, le manoir Moretti se réveilla dans le chaos. La nouvelle s'était répandue parmi ses hommes. Le patron avait recueilli un enfant. Et pas n'importe quel enfant, le sien. Dans la salle à manger, Leonardo était assis en bout de la longue table, les yeux fixés sur un verre de whisky intact. Marco se tenait à sa droite, examinant des informations. Le gang Viscari qui a attaqué chez Clara. Ils opèrent depuis les docks. J'ai repéré leur lieutenant. Donne l'ordre et ils disparaîtront. Leonardo resta silencieux pendant un long moment. Puis, non,
Pas encore. Marco fronça les sourcils. Patron, avec tout le respect que je vous dois, ils s'en sont pris à votre famille. Leonardo leva lentement les yeux. Et c'est exactement pour ça que je vais leur faire regretter. Pas de coup de feu, pas de gros titres. Je veux qu'ils saignent de l'intérieur. Les affaires d'abord, puis la loyauté, puis le pouvoir. Marco sourit faiblement. La méthode du juge. Leonardo acquiesça d'un signe de tête. On commence ce soir. Pendant ce temps, Sophia errait dans les couloirs du manoir. Ses petits pas résonnaient sur le marbre. Tout lui semblait trop grand, trop calme, trop étrange. Les gardes lui faisaient respectueusement signe de la tête lorsqu'elle passait, ne sachant pas trop comment se comporter avec l'enfant de leur impitoyable patron. Elle se retrouva devant une pièce dont la porte était entr'ouverte, remplie de vieux jouets, de cadres photos poussiéreux et d'un petit lit recouvert de draps roses. Elle avait appartenu à Isabella Moretti, la première fille de Leonardo, celle qu'il avait renvoyée après la mort de sa mère. Quand Leonardo entra derrière elle, il se figea un instant. C'était comme voir un fantôme. « Qui était-elle » demanda Sofia doucement. « Ma fille » répondit Leonardo, la voix presque brisée. « Elle a à peu près ton âge maintenant. » Sofia se tourna vers lui, ses grands yeux bruns remplis d'une empathie qu'aucun enfant n'aurait dû avoir à apprendre. « Elle te manque » Léonard s'accroupit pour croiser son regard. « Tous les jours. Alors peut-être que Dieu m'a envoyé pour que tu ne sois plus seule, » dit Sophia avec une honnêteté simple que seuls les enfants peuvent avoir. Léonard sourit faiblement. Une chose rare. Peut-être bien. Cette nuit-là, alors que Clara dormait sous la surveillance du docteur Romano, Léonard retourna à son bureau. La silhouette de la ville scintillait derrière la fenêtre, indifférente à la violence qui couvait en dessous. Marco entra, un dossier à la main. « Tu vas vouloir voir ça. » À l'intérieur se trouvaient des photos de surveillance, les lieutenants de Viscari, les docks, les cargaisons et les messages codés interceptés entre eux. Mais une photo fit froid dans le dos à Leonardo. Elle montrait un homme serrant la main de Raphael Key, l'un des capitaines de Viscari. L'homme sur la photo était Victor Rossi, le propre lieutenant de Leonardo. Une trahison. Leonardo serra la photo si fort qu'elle se froissa. Depuis combien de temps leur fournissait-il des informations? Quelques mois, peut-être plus. On dirait qu'il leur a donné l'adresse de Clara. La pièce devint silencieuse. Le seul bruit était le tic-tac faible de la vieille horloge. « Trouvez-le, dit Leonardo calmement. Ramenez-le ici vivant. » 1 heure plus tard, Victor fut traîné dans le bureau, battu, ensanglanté, mais toujours souriant. « Patron, dit-il d'une voix rauque, je voulais juste... » Le poing de Leonardo s'écrasa sur son visage avant qu'il n'ait pu finir. « Tu m'as trahi, dit Leonardo d'une voix dangereusement calme. Tu as vendu une femme et un enfant à mes ennemis. » Cracha Victor en recrachant du sang sur le sol. « Ce n'était pas n'importe quelle femme, n'est-ce pas? C'était ta... » Un autre coup de poing le réduisit au silence. « Tu sais ce qui arrive aux hommes qui touchent à ma famille? » demanda Leonardo. Victor rit faiblement. « Ma famille? Tu te prends pour un père maintenant? Tu n'es qu'un tueur en costume. Cette fille est mieux sans toi. » Leonardo le fixa, non pas avec rage, mais avec quelque chose de plus froid. « Tu as raison, dit-il doucement. Mais cette fille ne saura jamais ce que tu viens de dire. » Il se tourna vers Marco. « Fais-le disparaître discrètement. » Alors que Marco emmenait Victor, Leonardo se tint à nouveau près de la fenêtre. Dehors, des éclairs illuminaient le ciel, et pour la première fois depuis des années, il ressentit quelque chose de plus profond que la vengeance. De la peur, non pas pour lui-même, mais pour Sophia et Clara. Les jours passèrent, Clara se remit lentement sous les soins du docteur Romano. À son réveil, elle trouvait toujours Leonardo à ses côtés, lisant des rapports, passant des coupes de fil ou regardant tranquillement Sophia colorier dans son livre. « Pourquoi es-tu encore là? » demanda-t-elle un matin. Leonardo leva les yeux. « Parce que ceux qui t'ont fait du mal n'en ont pas encore fini. » Clara secoua la tête. « Tu n'as pas à faire ça. Tu ne me dois rien. » Il se pencha en avant, le regard fixe. « Je te dois tout. Tu m'as sauvé la vie une fois, et tu m'en as donné une autre sans même me le dire. » Son regard s'adoucit. « Tu étais dangereux, Léo. Je ne pouvais pas l'élever dans ce monde. Et pourtant, le monde t'a trouvé quand même, dit-il doucement. » Clara soupira. « Que va-t-il se passer maintenant? »
Leonardo se redressa en ajustant sa veste. Maintenant, je vais finir ce qu'ils ont commencé. Cette nuit-là, Leonardo retrouva ses hommes sur les quais, silencieux, concentrés, mortels. La tempête était revenue, la pluie masquant leurs mouvements. Il regarda l'entrepôt Viscari se profiler devant lui. Des lumières clignotaient à l'intérieur. Des hommes riaient, buvaient, inconscients de l'arrivée du juge. Ne laissez personne en vie, ordonna Leonardo. Ce qui suivit fut rapide et impitoyable, une tempête de vengeance. Lorsque le tonnerre cessa, les docks étaient silencieux. Leonardo se tenait au milieu des décombres, la pluie lavant le sang de ses mains. Pendant des années, ce genre de nuit l'avait défini. Mais maintenant, alors qu'il regardait l'eau sombre, tout ce à quoi il pouvait penser était la petite fille endormie dans sa maison, celle qui le considérait encore comme un héros. Il n'était pas sûr de mériter cela. Lorsqu'il rentra chez lui juste avant l'aube, Sophia dormait sur le canapé, serrant une de ses vieilles cravates comme une couverture. Clara était éveillée, assise tranquillement à côté d'elle. « Tu es parti à leur recherche, dit-elle doucement. Leonardo ne le nia pas. « C'est fait. » Clara l'observa un instant. « Tu ne peux pas effacer ton passé en tuant, Léo. »« Peut-être pas, » répondit-il, « mais je peux m'assurer qu'il ne l'affectera plus jamais. » Il se retourna pour partir, mais Clara l'arrêta dans un murmure. « Elle a tes yeux. » Leonardo se retourna, et pour la première fois depuis des années, il n'y avait ni colère ni fierté, juste de la vérité. « Je sais, dit-il doucement, et c'est pourquoi je ne peux pas la laisser tomber. » La nuit était plus calme qu'elle n'aurait dû l'être, le genre de calme qui ne durait jamais longtemps dans le monde de Leonardo Moret. Clara et Sophia avaient été transférées dans la maison sécurisée, une villa isolée à l'extérieur de la ville, cachée derrière des vignobles et de hautes grilles en fer. Leonardo avait doublé le nombre de gardes, installé des caméras et dormait même sur le canapé devant leur chambre. Mais au fond de lui, il savait que la paix n'était jamais permanente. Pas dans sa vie, pas dans ce monde. À l'aube, le premier signe est apparu. La voix de Marco a retenti dans la radio. Tendue, urgente. « Patron, il y a du mouvement. Des SUV noirs, sans plaque d'immatriculation. 6 au total. Il se dirige droit vers la villa. » Leonardo a senti son sein se glacer. « Combien de temps? 5 minutes, peut-être moins. » Leonardo a serré les mâchoires. « Préparez tous les hommes. Personne ne passera ce portail. » Il se tourna vers le couloir où Sophia venait d'apparaître, se frottant les yeux, tenant un ours en peluche presque aussi grand qu'elle. « Léo, » murmura-t-elle d'une voix endormie. Il se figea. Personne ne l'avait appelé ainsi depuis des années, pas depuis Clara. L'innocence de cette voix brisa l'acier qui lui serrait la poitrine. Il s'agenouilla, repoussant les cheveux de Sophia. « Va voir ta maman. Reste dans ta chambre. Ne sors pas avant que je te le dise. » Sophia fronça les sourcils. « Les méchants vont-ils revenir? » Leonardo eut la gorge serrée. « Pas cette fois, » dit-il doucement. « Cette fois, ils se sont trompés de maison. » Il embrassa son front. Une chose qu'il n'avait pas faite depuis des décennies. Puis il se leva, la voix tranchante comme du verre. Marco en place. En quelques minutes, la villa était encerclée. La pluie recommença à tomber. D'abord lentement, puis de plus en plus fort. Une tempête s'abattit sur le vignoble. Les phares transperçaient la brume tandis que les SUV noirs s'arrêtaient juste devant le portail. Vincenzo Viscari, le plus jeune et le plus violent des frères Viscari, sortit de la première voiture. Grand, souriant et téméraire. « Leonardo Moretti » cria-t-il, sa voix résonnant dans la tempête. « Vous avez quelque chose qui nous appartient. » Lee Leonardo sortit sur le balcon, son long manteau noir fouetté par le vent. Ses hommes l'encadraient, fusil prêt. « Je n'ai rien qui appartienne à des lâches, » répondit-il froidement. « Partez maintenant et j'oublierai tout cela. » Viscari rit en écartant les bras. « Tu crois pouvoir la cacher éternellement? La fille, elle est à nous maintenant. Au moment où sa mère s'est enfuie, elle a scellé son destin. » L'expression de Leonardo ne changea pas, mais sa voix baissa d'un ton. Elle devint plus menaçante. « Tu as commis une erreur, Vincenzo. » Viscari pencha la tête. « Laquelle? »« Tu as fait du mal à ma famille. » Les coups de feu retentirent avant même qu'il ait fini sa phrase. Le portail d'entrée explosa sous l'impact des balles. Les hommes crièrent « À couvert !» L'air se remplit du rugissement assourdissant des armes et du tonnerre. Leonardo se déplaçait comme un homme né pour le chaos.
précis, impitoyable, maître de lui. Son monde avait toujours été fait de violence, mais ce soir-là, elle avait un but. Un but aux yeux bruns et à l'ours en peluche à l'étage. Marco se battait à ses côtés, criant des ordres à travers la tempête. Ils nous prennent à revers par la gauche, retenez-les. Aboya Leonardo, passant à son pistolet, abattant deux hommes qui avançaient à travers le vignoble. Pour chaque soldat Vessery qui tombait, deux autres semblaient apparaître, rampant dans la boue implacable. À l'intérieur de la villa, Clara avait barricadé la porte de la chambre, serrant Sofia contre elle. L'enfant tremblait contre elle. « Maman, j'ai peur. » Clara la serra fort dans ses bras et lui murmura « Ton père nous protégera. » C'était la première fois qu'elle l'appelait ainsi à voix haute. Dehors, la bataille le faisait rage. Les hommes de Leonardo étaient entraînés et disciplinés, mais les Viscari étaient venus préparés. Des grenades déchirèrent le jardin, brisant les fenêtres. L'air se remplit de fumée et de cris. Puis la voix de Marco se tendit. « Patron, ils ont franchi le côté ouest. » Leonardo se retourna, les yeux brillants de rage. « Retirez-vous à l'intérieur. Protégez le deuxième étage. » Il courut dans les couloirs de la villa, tirant au passage, son manteau trempé et déchiré. Les murs étaient criblés d'impacts de balles. La maison, autrefois silencieuse et chaleureuse, était désormais un champ de bataille. Lorsqu'il atteignit l'escalier, il le vit. Vincenzo Viscari franchissait la porte brisée, arme à la main, un sourire cruel aux lèvres. « C'est donc ici que tu caches ta jolie famille, hein, monsieur le juge? » Leonardo ne répondit pas. Il tira. Viscari plongea derrière la colonne de marbre, tandis que les balles brisaient le lustre au-dessus de lui. Les deux hommes tournaient en rond comme des prédateurs. « Tu penses toujours être intouchable? » raya Viscari. « Tu t'es ramolli, Moretti. Il a suffi d'une femme et d'un enfant. » Leonardo serra les mâchoires. « Cette femme et cet enfant vivront. Pas vous. » Il se jeta en avant. La fusillade se transforma en un combat au corps à corps brutal. Les deux hommes se cognèrent contre les meubles, échangeant des coups qui résonnaient dans les couloirs. Les années de maîtrise de Leonardo finirent par céder. Chaque coup de poing était alimenté par la rage, la culpabilité et l'amour transformés en fureur. « Vous êtes venu chez moi, » grogna Leonardo en plaquant Viscari contre le mur. « Vous lui avez fait du mal. Tu as fait pleurer ma fille. » Viscari cracha du sang en ricanant. « Ma fille? Tu crois que cette petite morveuse aimera un jour un tueur? » Le poing de Leonardo frappa une dernière fois, et Viscari s'affaissa. Leonardo se tenait debout au-dessus de lui, la poitrine haletante, le sang se mélangeant à la pluie et à la sueur. C'était fini. Mais la maison était toujours en proie au chaos. Le feu avait pris à cause des explosions, et la fumée envahissait l'air. « Marco !» cria Leonardo. « Fais-les sortir !» Il courut à l'étage à travers la fumée, les poumons en feu. La porte de la chambre était toujours verrouillée. Il l'ouvrit d'un coup de pied. Clara et Sofia étaient blotties l'une contre l'autre près du lit. Le visage de Clara était baigné de larmes. Mais lorsqu'elle le vit, son expression se remplit de soulagement. « Léo !» Il traversa la pièce et les serra toutes les deux contre lui. Les murs tremblèrent sous l'effet d'une nouvelle explosion au rez-de-chaussée. « On s'en va, dit-il, c'est fini ?» demanda Clara. Leonardo la regarda, la main posée sur la nuque de Sofia. « Presque. » Ils s'échappèrent par le couloir arrière, la fumée s'enroulant dans les couloirs comme une créature vivante. Marco et deux gardes leur ouvrirent la voie, les couvrant alors que le toit commençait à s'effondrer. Lorsqu'ils atteignirent la cour extérieure, la villa était à moitié en proie aux flammes. La pluie sifflait contre le feu, créant de la vapeur qui brillait d'une lueur orange et rouge. Sofia se retourna une fois, les yeux écarquillés, alors que la seule maison qu'elle avait connue pendant des jours brûlait jusqu'au sol. Leonardo la prit dans ses bras. « Ne regarde pas en arrière, » dit-il doucement. « Nous construirons quelque chose de mieux. » Clara s'appuya contre lui, faible mais vivante. Pour la première fois, Leonardo ressentit quelque chose de plus fort que la vengeance, quelque chose de plus pur, la responsabilité. Quelques heures plus tard, ils étaient assis dans le sous-sol du refuge de Brooklyn, celui que Leonardo avait autrefois utilisé comme lieu de rencontre pour ses opérations les plus dangereuses. Ce soir-là, tout était à nouveau calme. Sofia dormait sur un canapé, serrant son ours en peluche dans ses bras. Marco se tenait près de la porte, bandé mais vivant. « Elle est en sécurité maintenant, » dit Marco.
Nous avons éliminé le reste de l'équipe Viscari. Ils sont finis. Leonardo acquiesça lentement. Bien. Marco hésita, puis ajouta. Que va-t-il se passer maintenant, patron? Leonardo regarda la fillette endormie, le petit mouvement paisible de sa poitrine qui se soulevait et s'abaissait. Puis il regarda Clara, assise à côté, et leurs regards se croisèrent. Maintenant, dit-il doucement, nous avons cessé d'être ce que nous étions. Marco fronça les sourcils. Cela signifie que j'ai bâti cet empire pour contrôler la peur, dit Leonardo. Mais cela n'a fait que me rendre prisonnier de celle-ci. À partir d'aujourd'hui, plus de sang, plus de mensonges. Si je dois brûler le nom des Moretti pour la protéger, je le ferai. Marco resta silencieux pendant un long moment. Puis il acquiesça. Alors je suis avec vous, patron. Leonardo esquissa un faible sourire. Non, tu es avec l'homme que j'essaie de devenir. Il se dirigea vers le canapé et s'agenouilla à côté de Sophia, lui caressant doucement les cheveux. Lorsque Clara prit la parole, sa voix était calme. Tu es sérieux, n'est-ce pas? Tu abandonnerais tout? Leonardo la regarda, et pour une fois, son regard n'était pas froid. Pour elle, je l'ai déjà fait. À l'aube, les premières lueurs du jour se glissèrent par la fenêtre, illuminant le visage endormi de Sophia. Dehors, la ville se réveillait, inconsciente qu'un de ses hommes les plus redoutés venait de choisir un autre type de guerre. Une guerre qui ne se menait pas à coups de balles, mais à coups de rédemption. Et tandis que Leonardo Moretti se tenait là, regardant la femme qu'il aimait et la fille qu'il venait de retrouver, il réalisa que pour la première fois depuis des décennies, il ne faisait pas que survivre. Il vivait enfin. La nuit où l'ambulance emmena Clara, Leonardo resta immobile sous la pluie. Son manteau noir était trempé, la mâchoire serrée, tandis qu'il regardait les portes se fermer. À l'intérieur de ce véhicule se trouvait la seule femme qui avait osé le regarder, non pas avec crainte ou cupidité, mais avec reconnaissance. Elle avait vu quelque chose enfoui au plus profond de lui, qu'il avait lui-même oublié depuis longtemps, de l'humanité. À l'hôpital, le couloir sentait l'antiseptique et le désespoir. Leonardo resta assis devant les urgences pendant des heures, ses grandes mains jointes. Ces mêmes mains qui avaient autrefois ordonné la violence tremblaient désormais d'impuissance. Sophia dormait blottie contre lui, sa petite main agrippée à sa manche. Chaque fois qu'un médecin passait, Leonardo relevait brusquement la tête, mais personne ne s'arrêtait. Lorsque le chirurgien s'approcha enfin, Leonardo se leva d'un bond. « Dites-moi qu'elle va vivre », dit-il d'une voix basse, mais suffisamment forte pour résonner dans le couloir. Le médecin hésita, reconnaissant le nom de l'homme. Peut-être dans les journaux ou dans les murmures de la police. Elle a perdu beaucoup de sang, mais elle est forte. Le médecin finit par dire qu'elle avait besoin de repos, de soins et d'une raison de se battre. Leonardo expira lentement. Pour la première fois depuis des années, il sentit quelque chose se briser. Non pas de colère, mais de soulagement. Il baissa les yeux vers Sophia, qui s'était réveillée et le regardait fixement. « Tu vois, murmura-t-il en s'agenouillant, ta maman est une battante, tout comme toi. » Au matin, le monde de la pègre était en effervescence, moi-même. Le juge Leonardo Marino était devenu silencieux. Les hommes qui avaient attaqué Clara furent retrouvés en moins de 24 heures. Ils n'étaient pas hommes, mais leur réputation était ruinée. Leurs comptes furent gelés, leurs entreprises dépouillées, leurs noms remis à la police avec des preuves si solides qu'aucun avocat ne pouvait les sauver. Leonardo n'avait pas brandi d'armes ni donné d'ordre sanglant. Il avait simplement passé quelques coupes de fil. Le pouvoir n'avait pas besoin de violence lorsqu'il était absolu. Pourtant, il ne ressentait aucune satisfaction, seulement une douleur creuse. Il réalisa que pour la première fois de sa vie, il avait utilisé son influence non pas pour détruire, mais pour protéger. Et cela lui semblait juste. 2 semaines plus tard, Clara ouvrit les yeux. La chambre d'hôpital était calme, la lumière du soleil filtrait à travers les stores. Son corps était endolori, mais son premier réflexe fut de tourner la tête. Et là, elle les vit. Sophia dessinait avec des crayons de couleur au pied du lit, et Leonardo endormi dans un fauteuil, toujours vêtu des mêmes habits, le visage mal rasé, la posture alerte malgré l'épuisement. Lorsqu'elle remua, Sophia poussa un cri. « Maman !» et se jeta dans ses bras. Le bruit réveilla Leonardo instantanément. Il se leva, retrouvant son sang-froid comme s'il enfilait d'une armure. «
Tu es réveillé, dit-il doucement. La voix de Clara était enrouée. Je ne pouvais pas partir, dit-il. Puis plus doucement, tu as sauvé mon fils une fois. Je te devais plus qu'une dette, dit-elle, le regard adouci. Et pourtant, je pense que tu es resté pour plus que cela. Leonardo ne dit rien, mais lorsque Sophia le serra dans ses bras à son tour, il ne résista pas. Il ferma simplement les yeux et laissa le moment s'imprégner. Lorsque Clara fut libérée, Leonardo trouva un petit cottage à la périphérie de la ville. Ce n'était pas l'un de ses domaines. C'était un endroit paisible, entouré d'arbres, où personne ne connaissait son nom. Il venait souvent lui rendre visite, toujours avec des provisions, parfois avec de petits cadeaux pour Sophia, un nouveau livre, un petit bracelet, une boîte de peinture. Un après-midi, Clara lui demanda « Pourquoi continues-tu à revenir, Leonardo ?» Il ne répondit pas tout de suite, puis il la regarda d'une voix plus douce qu'elle ne l'avait jamais entendue. « Parce que tu me rappelles que je peux encore être quelqu'un dont mon fils serait fier. » Ce soir,